moi, c'est Mathilde. Je suis actuellement à Montpellier. J'ai choisi de vivre au soleil après des études à Toulouse. J'ai créé une marque de tapis de yoga et de matériel de yoga éco-responsable il y a quelques années, après une dizaine d'années en entreprise et quelques années en freelance. Quelle a été ta première étape quand tu as quitté ton métier en entreprise? Alors, Euh, j'ai commencé par pas quitter justement, c'est que j'ai eu une opportunité de donner des cours en parallèle de mon métier, de mon poste en salarié. Et pour ça, je me suis interrogée à savoir est-ce que je crée une micro-entreprise, mais j'étais très frileuse, j'avais peur des démarches, du coup, c'était très opaque. Donc, j'ai tenté le portage salarial, qui a fait que j'ai gagné moins d'argent, mais ça m'a permis de tester, en fait, de donner des cours, cette nouvelle activité, sans prendre de risques, sans aucune démarche administrative. Ça a été un succès, ça m'a plu. Et donc, l'année d'après, j'ai décidé de créer la micro-entreprise. Toujours en restant salarié, en fait, pendant quelques années, j'ai été salarié et micro-entrepreneur. D'accord. Combien ça coûte le portage salarial par rapport à la micro-entreprise? Alors, bon, les deux n'ont aucun frais de départ. En fait, la création d'une micro-entreprise, c'est gratuit. Ça, est-ce que je le savais ou pas à l'époque? Je sais plus. En micro-entreprise, en fait, l'argent qui rentre, on doit en reverser une partie à l'URSSAF et payer des impôts dessus. En portage salarial, c'est en fait comme si vous étiez salarié. Donc, en fait, on paie un peu plus de charges qu'en micro-entreprise. On va dire qu'en micro-entreprise, pour du service, on est entre 20 et 24% qu'on doit reverser à l'URSSAF. Sur du portage salarial, on est plutôt, on s'approche des 50%. C'est la différence entre ce que ça coûte à une entreprise et ce que nous, on a en net à la fin du mois, comme quand on est salarié. Hmm. Est-ce qu'en portage salarial, il y a un peu plus de cotisation peut-être? On acquiert plus de droits? Alors, la différence des droits, oui, on doit, si je ne me trompe pas, on doit, vu qu'on est salarié, on a droit au chômage, alors qu'en micro-entreprise, on n'y a pas droit, en effet. À quel moment tu as décidé de passer d'un statut à l'autre? C'est quoi les éléments déclenchants qui t'ont motivé à passer d'un statut à l'autre? Ben, finalement, quand j'ai fait cette expérience en portage salarial, j'ai rencontré tous les autres profs qui, eux, étaient en micro-entreprise ou en société, donc j'ai gagné en confiance finalement et j'ai eu plus d'informations. Déjà, j'étais sûre que je voulais recommencer l'expérience, donc ça valait le coup de se poser la question et de créer une structure comme la micro-entreprise. Euh, voilà, donc j'avais moins peur, donc j'y suis allée et j'ai fait ça en micro-entreprise pendant plusieurs années. Pourquoi est-ce que tu as transformé ta micro-entreprise en société? Alors déjà, la micro-entreprise, j'ai fait le switch de je sors du salariat et je suis que micro-entrepreneur pendant plusieurs années. La micro-entreprise, qui était aussi super, c'est que ça m'a permis d'avoir plusieurs activités en fait. Puisqu'au début, je donnais ces cours, j'ai continué de les donner tout le temps de toutes les années où j'ai été en micro-entreprise. Mais j'ai pu du coup exercer des activités de conseil ou de freelance, des missions en marketing, en communication. Et puis, j'ai eu envie à un moment donné de créer cette marque de yoga, donc de créer un e-commerce. Donc, la micro-entreprise, en fait, elle a chapeauté toutes ces activités pendant plusieurs années. Et j'ai été très à l'aise dans ce format parce qu'il n'y avait aucun frais de gestion, en tout cas jusqu'au dépassement de la TVA où après, il faut prendre un comptable. Au début, j'étais en totale autonomie, donc c'était enfin, je dis très à l'aise, c'était anxiogène parce qu'il faut faire sa compta, on est tout seul face à ce qu'on doit à l'État, à l'URSSAF, aux impôts. Mais en termes d'outils, de démarche, c'est très souple. Et, euh, et donc, j'ai dépassé, la première étape, ça a été le dépassement du seuil de TVA, où là, j'ai pris un comptable et finalement, c'était une bonne chose. Et en y réfléchissant, après coup, je pense que même si on n'est pas obligé, peu importe le statut qu'on choisit, c'est super de s'offrir le luxe d'avoir un comptable dès le début. Donc ça, je l'ai regretté de ne pas l'avoir fait avant. Mhm. Et après ça,
Je suis sortie de la micro-entreprise quand en fait j'ai carrément dépassé le seuil du chiffre d'affaires en fait autorisé par la micro-entreprise. Et c'est ce qui m'a poussée encore en freinant des cas de fer à aller vers la société parce qu'à chaque fois un changement de structure, ça veut dire des démarches. Pour le coup, une SASU, même si ça avait été n'importe quel autre type de société, ça engendrait des coûts de création. Voilà. Et puis j'ai fait la merveilleuse expérience du contrôle fiscal en fin de micro-entreprise, qui m'a aussi appris beaucoup de choses sur les différences entre la micro-entreprise et la société, et qui fait que j'aurais dû sortir de la micro-entreprise. Parfois, ne pas prendre assez de risques peut aussi nous être très coûteux. J'aurais dû sortir de la micro-entreprise plutôt que ce que je l'ai fait pour m'orienter vers une société. Comment est-ce que tu as fait pour choisir ton statut de société, puisqu'on a l'entreprise individuelle, on a l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, la société anonyme à responsabilité limitée, la société d'action simplifiée, SAS, c'est ça? Est-ce que j'en ai oublié? Sûrement, mais alors pendant toutes ces années de micro-entreprise où j'anticipais la suite et je me disais un jour il faudra que je crée une société, je me renseignais, je m'étais fait expliquer par 10 comptables différents quelles étaient les différences. Il y en a pas vraiment, ou c'est compliqué. De ce que j'ai retenu, c'est que dans ce qui était SARL ou EURL, il y avait une histoire de payer ses charges que l'année d'après. Et moi qui étais très angoissée des chiffres, j'avais besoin, comme pour la micro-entreprise, que le chiffre d'affaires qui rentre un mois, ce que je dois à l'URSSAF, la TVA, les impôts, ressortent immédiatement. Et d'ailleurs, en société, on peut payer la TVA et ses charges qu'au trimestre ou au semestre. Moi, j'ai choisi de payer chaque mois. En fait, chaque mois, j'ai fait une demande spéciale. Je paie ma TVA, je paie mon URSSAF. Et avec la SAS, quand on est tout seul, c'est le cas. J'ai pas de mauvaise surprise un an après. C'est vraiment le chiffre d'affaires rentre et déclaré par le comptable. Je dois payer ma TVA le mois d'après, je dois payer mon URSSAF. Et finalement, il n'y a que l'impôt sur la société qui va être calculé en fin d'année, mais que je peux anticiper et calculer à l'avance. Voilà. Et après, on m'a dit que c'était un peu plus coûteux, mais plus souple pour faire rentrer des associés, plus souple pour revendre, plus attirant si je veux revendre, mieux si on veut être salarié. Voilà, ça m'a. Il y a eu un moment où je me suis dit, je comprends pas tout, mais pour quelque chose qui va me coûter un peu plus, si finalement c'est plus simple, bah je fais pas des comptes d'apothicaire et je m'achète un peu de tranquillité. Combien ça coûte donc finalement la création d'une entreprise? Alors, la création de la société, je dirais qu'au début, ça a dû me coûter entre 3 et 5 000 euros. Entre mettre 1 000 euros au capital, c'est pas une dépense. Un jour, ils seront récupérés, mais bon, ils sont quand même bloqués. Les démarches auprès du tribunal de commerce, du greffe, même si c'est le comptable qui le fait, il doit y en avoir pour 2 000 euros. Et après, il y a un frais à payer au comptable pour avoir fait en fait ces démarches et rédiger les statuts de l'entreprise. Ça doit faire encore peut-être 1 000 euros. Donc voilà, il faut quand même, moi je dis, il faut quand même se mettre 5 000 euros de côté avant de commencer. Et ensuite, ça coûte. Les 1 000 euros que tu mets au capital, tu peux les utiliser dans les frais de création de l'entreprise. Raison, est-ce qu'ils viennent dans la trésorerie? Je sais pas. Oui, tu as raison. Je pense que c'est ça. Et après, il faut compter, payer le comptable chaque mois. Donc, moi, ça me coûte à peu près 400 euros hors taxe. Et ça comprend le bilan de fin d'année, l'alias fiscal. Enfin, voilà. Donc, je dirais entre 3 et 5 000 euros à l'entrée. Et après, entre 200 et 500 euros par mois hors taxe, selon l'activité et ce qui est demandé au comptable. Après, il faut payer sa TVA, 20% de TVA du chiffre d'affaires chaque mois. Et moi, j'ai choisi de me salarier de ma propre société. Donc, un peu de charge sociale sur la rémunération que je prends. Et s'il reste quelque chose à la fin de l'année, un impôt sur la société. Tu as eu des éléments un petit peu avant de lancer ton business model. Est-ce que tu savais de combien d'argent tu avais besoin pour générer un salaire? Où est-ce que tu as pu trouver ce genre d'informations? J'ai profité du fait d'être au chômage
pour lancer cette activité en me disant on va voir si j'arrive à le développer et à en vivre. Et ce qui a été super, c'est que progressivement, en fait, le chiffre d'affaires a augmenté et a pris la place sur la rémunération qui était assumée par le chômage. Jusqu'à ce que, alors au début, je n'étais pas très gourmande, jusqu'à ce que je puisse en vivre et puis après un peu mieux en vivre et après que je puisse enfin considérer que j'ai un vrai salaire. Quand on fait une création d'entreprise, il faut compter combien de temps à peu près avant d'être en capacité de se payer un vrai salaire? Mi-2018, 1 an et demi, je dirais. Ouais. On va dire que les 6 premiers mois, il se passe pas grand-chose. C'est la mise en place, la création. Il va commencer à y avoir quelques ventes. Et puis, l'année d'après, on commence vraiment à se professionnaliser, à mettre des actions en place, à voir le résultat des premières actions posées. Et au bout de 18 mois, on doit pouvoir voir si ça commence à vraiment prendre ou pas et si on est sur une croissance ou pas. Même si on n'est pas encore arrivé, si c'est parti et que ça part, on peut se dire après il va y avoir la croissance organique. Et voilà. Donc, on peut se dire que les 2 ans de Pôle emploi sont une vraie aide et un vrai soutien quand même pour la trésorerie d'un chef d'entreprise qui est en train de se lancer, quoi. C'est magique, c'est vraiment la solution idéale pour se mettre à son compte en fait. Mais à côté, donc, bien prendre en compte que si on veut faire une création d'entreprise, c'est bien d'avoir un petit capital de départ, donc entre 3 et 5 000 euros de création. Et si on ne les a pas, peut-être démarrer par de la micro-entreprise ou la micro-entreprise, elle permet finalement de constituer ce capital, encore une fois, de tester une activité, un modèle économique. Je regrette pas. Moi, parfois, je vois des entrepreneurs commencer direct par la société parce que ça leur donne ça les aide à se prendre au sérieux, ce que je comprends, mais ça va avec tellement des avantages de stress et c'est pas la peine. La micro-entreprise, il faut vraiment pas s'en priver. Ça ne coûte rien, ça prend 3 minutes à créer. S'il n'y a pas de chiffre d'affaires, il n'y a pas de charge à payer. Et s'il y a du chiffre d'affaires, au début, ça coûte moins cher qu'une société. Donc, c'est vraiment, ça vaut le coup de passer par là, au moins 1 an ou 2. Parce que ce qu'il faut savoir avec la micro-entreprise, c'est que quand vous dépassez le chiffre d'affaires autorisé, on a droit en fait à 1 an de latence avant de sortir du statut de la micro-entreprise. Salarié, pas salarié, quel est le meilleur statut pour avoir des salariés? Quel est le meilleur statut pour avoir des salariés? On veut embaucher du monde pour faire grandir l'équipe. Entre la micro-entreprise et la société, tu veux dire? Bah alors, pour le coup, je vois pas tellement de différence parce qu'en termes de coût pour l'entreprise, si en société, ça va être une charge, alors qu'en micro-entreprise, ça l'est pas. Enfin, en micro-entreprise, on est obligé de prendre d'autres freelances. On peut pas salarier quelqu'un. Si, tu peux avoir un salarié. Ah oui? Et c'est complètement idiot dans le sens où, du coup, ça. Toi, tu me dis tout à l'heure si quelqu'un est micro-entrepreneur dans le service, c'est super intéressant pour lui parce que on compte pas les charges dans la micro-entreprise, mais dans le service, on n'a pas de charges. Mais si tu prends un salarié, ça fait une charge énorme qui va pas être déduite. Mais en fait, dans une micro-entreprise, tu peux prendre un stagiaire, une alternante, un salarié, tu peux faire ce que tu veux. C'est juste que tu vas être imposé sur ton chiffre d'affaires et pas sur ton bénéfice. Donc, les charges seront pas déduites. Donc, tu peux légalement, mais il vaut quand même 1000 fois mieux si on commence à vouloir un salarié. Si c'est une petite charge comme un petit stagiaire, ça va. Une alternante encore aussi, ça va. Mais un vrai salaire, après, je pense qu'il vaut mieux créer une société. Ben, je pense que du coup, on a pas mal d'infos. Donc aujourd'hui, ton activité, elle est donc c'est plus essentiellement du professorat. Maintenant, tu as une activité plutôt e-commerce. Complètement. J'ai même arrêté d'enseigner en fait il y a 2 ans, après 7 années. Je ne fais plus que, c'est un bien grand mot, mais ma société, c'est uniquement l'activité e-commerce. Ok. Donc, l'entreprise Yogum qui fait des tapis de yoga. Voilà, que vous pouvez retrouver au www.yogum.fr. Merci Mathilde pour toutes ces infos. Et du coup,
J'espère que ça va aider les freelances en devenir à faire leur choix entre portage salarial, micro-entreprise ou société.